Bonjour les amis, bonjour. Je regarde ma lumière, j'ai plus mon auréole. Ça, ça me dérange. Ah voilà, j'ai retrouvé mon auréole. J'ai retrouvé mon auréole. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà, j'ai retrouvé mon auréole. Bon, oui, bah, raconter des conneries, c'est bien aussi. J'ai envie de vous parler d'écriture, là. En fait, j'ai plein de sujets vachement graves, mais comme j'ai envie d'une petite récréation, je préfère vous parler de quelque chose de plus agréable pour... Enfin, plus agréable. Oui, parce que se battre, quelquefois, c'est un peu lassant et on a besoin de récréation de temps en temps. Oui, le sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est du fait d'écrire. Parce qu'il y a une idée reçue qui veut que quand on écrit, quand on éprouve le besoin d'écrire, ça puisse faire office de travail thérapeutique. Alors, c'est vrai en faible partie. Je dis bien en faible partie. Pourquoi en faible partie? Eh bien tout simplement parce que, par définition, quand vous avez envie d'écrire, donc vous satisfaites un désir, donc en ce sens c'est très bénéfique. Le problème ne réside pas dans le fait de condamner ou quoi que ce soit, le fait d'écrire, bien sûr que non, bien sûr que non. Il faut se faire du bien, il faut faire plaisir, quand on a envie d'écrire, il faut écrire. Mais là où il y a un grave malentendu, c'est quand on prétend que ça est vraiment un travail thérapeutique. Que ce soit vraiment un travail thérapeutique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous écrivez, excepté, enfin non même pas, mais ça peut éventuellement être le cas quand on écrit uniquement pour soi et pas du tout dans le but d'être lu par qui que ce soit. Mais en fait là encore, ça n'est pas thérapeutique, mais pour d'autres raisons. Mais ça n'est pas thérapeutique en règle générale quand on projette d'être édité, par exemple, quand on a envie d'être édité, pour la simple raison que vous allez, par définition, être lu, et que donc vous allez imaginer les lecteurs en train de vous lire. Alors vous allez imaginer les gens qui vont être intéressés par le sujet, mais vous allez aussi imaginer les gens de votre entourage, de votre famille, par exemple, ou vos amis, ou vos voisins, qui vont être tentés d'acheter votre livre et le lire. Et donc vous allez, vous êtes obligé, même si vous prétendez que non, vous êtes obligé de tenir compte du fait que cette façon d'envisager les choses va modifier de façon absolument considérable ce que vous allez mettre dans votre livre, dans vos écrits justement. Donc en fait vous vous censurez. Voilà pourquoi. C'est nul. Non, je plaisante. Non, c'est pas nul, bien sûr que non. Mais c'est une démarche artistique, ça n'est pas une démarche thérapeutique. Alors, ça peut quand même être éventuellement, partiellement thérapeutique, si jamais parallèlement, vous menez un véritable travail thérapeutique par le biais d'un psychologue. Alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que d'une part, quand vous écrivez, alors, vous allez généralement parler de ce que vous écrivez avec le psy, et vous allez alors vous-même parfaitement avoir conscience du fait que vous vous censurez. Donc en ce sens, les deux combinés ensemble, le travail thérapeutique va vraiment se faire. Mais surtout pas avec l'écriture seule. La preuve, moi je connais des écrivains qui sont d'une connerie monumentale et qui ont écrit plein de bouquins, et je vous jure, je ne cite pas de nom, hein. Ça commence par un Z. Bon, c'en est un parmi d'autres. Et le pire, c'est que je les inspire. C'est bien ça le drame. Mais moi, je suis pas responsable. Hein. Moi, je ne suis pas responsable. Je ne choisis pas les gens que j'inspire. C'est comme ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça, quoi. On n'y peut rien. Et alors, justement, je vais partir de là pour... Alors, il y a aussi les gens... Alors, il y a des contextes autres qui peuvent accompagner le fait d'écrire. On peut écrire aussi dans un rôle thérapeutique quand vous écrivez à quelqu'un en particulier en qui vous avez pleinement confiance. Comme par exemple, moi j'ai toujours fait depuis des années avec Thomas Fersen. Enfin, je le fais plus maintenant, sauf pour l'engueuler, je lui écris, mais le pire c'est que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que
le fait d'écrire à quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance, c'est différent parce que comme vous avez pleinement confiance en lui, vous n'allez pas vous censurer là. Voilà. Vous allez confier des choses de votre entourage, par exemple, à cette personne, des choses extrêmement intimes, parce que vous avez entièrement confiance en lui, et comme vous avez entièrement confiance en lui, vous savez que ça sortira pas de chez lui, et donc là, vous pouvez vider votre sac, vraiment. Vous pouvez vider votre sac comme si c'était un psy. Bon, pour faire ça, faut pas faire ça avec n'importe qui. Hein. Faut déjà avoir une sacrée dose de confiance quand même. Il y a que moi qui suis capable d'une telle confiance. Enfin non, j'exagère, mais c'est une relation particulière quand même. Hein. Mais alors, vous avez aussi des gens qui écrivent dans un cahier pour que ce ne soit jamais lu par personne. Alors moi, j'ai fait ça. Quelquefois, j'ai fait ça au tout début que j'écrivais à Thomas Fersen, et je faisais ça dans le but de me soulager moi et de l'épargner lui. C'est-à-dire que je souffrais tellement, j'étais tellement mal et que je cherchais à l'épargner en fait. Je faisais ça pour qu'il souffre moins lui, parce que je savais que si j'écrivais 10 pages et que je me sentais toujours si mal au bout des 10 pages, lui il en prenait plein la gueule quoi. Et d'ailleurs, c'est arrivé quelquefois d'ailleurs qu'il en prenne plein la gueule et qu'il me fasse savoir qu'il en avait pris plein la gueule, pour vous dire. Mais donc ça m'est arrivé, j'ai quelques cahiers d'ailleurs que j'avais gardés, je crois, et je suis retournée les lire quelques années après. Et il y avait des choses intéressantes, mais je déconseille formellement de relire, quoi. Parce que ça vous replonge dans votre souffrance passée et ça m'en donne le frisson, à vrai dire. Non, je déconseille. À la limite, vous êtes mieux de le brûler, le cahier, quoi. Une fois que c'est écrit. Mais là encore, vous n'avez pas le travail thérapeutique. Hein. Vous n'avez pas le travail thérapeutique comme quand vous écrivez à quelqu'un qui vous lit. Parce que quelqu'un qui vous lit, il va vous renvoyer quelque chose. Il va vous renvoyer quelque chose de concret, à prendre en premier degré, ou alors il va pratiquer de la manipulation mentale positive. Voilà, donc là il y a un vrai travail thérapeutique, mais en aucun cas le fait d'écrire un livre pour qu'il soit édité ne va être véritablement un travail thérapeutique. Ça faut le savoir. Je veux dire, ça aide, oui, effectivement ça aide, mais c'est tout quoi. Ça n'aura jamais l'efficacité d'un vrai travail thérapeutique. Il faut le savoir. Alors je vais en profiter pour parler du sujet du rôle de la souffrance par rapport à la démarche artistique. Parce que là, il m'est déjà arrivé d'entendre des choses avant que je commence à écrire à Thomas, déjà. J'avais, notamment par une chanson qui s'appelle, de Robert Charlebois, « Je suis un gars ben ordinaire ». Parce que justement, c'est très intéressant ce qu'il raconte dans cette chanson, parce qu'il raconte l'état d'esprit dans lequel il se trouve quand il écrit. Et en fait, il survit d'une certaine façon par l'écriture et par la création, et dès qu'il arrête de créer, il souffre tellement qu'il a le sentiment d'être mort, quoi. Et donc, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui... en fait, la démarche artistique, c'est une sorte de processus que le cerveau met en route pour manger la souffrance. Et moi, je pense que quelqu'un qui a beaucoup souffert, notamment quand il est enfant, se met, comment dire, c'est comme si le cerveau mettait à disposition de l'esprit les outils nécessaires pour que cette souffrance soit annulée, donc digérée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'en suis quasiment certaine, parce que simplement parce qu'autour de moi, je connais énormément de gens, par exemple, qui ont pété les plombs, qui ont fait des dépressions graves, ou qui ont subi des trucs abominables, quoi, des deuils, qui ont perdu des frères et sœurs, des parents dans des conditions atroces, enfin des trucs absolument terrifiants, quoi. Et quand ils ont fait leur travail thérapeutique, qu'ils aient passé avec un psy ou pas, enfin généralement quand ils ont vraiment pété les plombs de façon très gravement, en général oui, ils se sont fait aider par un psy, et à un moment, tous les gens qui travaillent de toute façon avec un psy, au bout de quelques années en général, ils se mettent à écrire, ou ils ont justement le processus artistique qui se met en route. Voilà. Alors là où il y a par contre, dans le milieu artistique, il y a des idées reçues qui ont longtemps fait foi en fait, qui était qu'un artiste qui ne créait pas, qui ne souffrait pas, perdait son talent, quoi. Voilà, ce qui est d'une connerie monumentale, hein. Ça me révoltait. Bon là maintenant je suis calmée, mais les premières années où j'écrivais à Thomas et que je lisais des choses comme ça me foutait dans une rage, mais alors
Ça me foutait en pétard, vraiment, quoi. Parce que je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait... La base virale VPS a été mise à jour. Mais quelle conne, cette base. Bon, je continue, du coup. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que y a des gens qui s'imaginent que s'ils ne souffrent pas, ils peuvent pas créer. Donc le résultat, c'est qu'ils préfèrent donc ne pas se soigner, entre guillemets, psychologiquement, pour continuer à créer. C'est une forme de masochisme, en fait. Ce qui fait qu'il passe, le processus de création n'est même plus de la jouissance au sens le plus noble, mais c'est lié à une forme de masochisme intellectuel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je souffre parce qu'autrement je ne vais plus créer. Attendez, il faut arrêter, quoi. Ça me fout en rogne. Quand j'entends ça, ça me fout vraiment en pétard. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour créer. En fait, je pense que les artistes qui manquent d'inspiration, c'est pas s'ils me connaissent pas déjà pour commencer. Enfin, c'est vrai que depuis 10 ans, avec tout ce que j'ai inspiré, putain, hein, bon. Mais en règle générale, quand un artiste est en manque d'inspiration, c'est parce qu'il n'existe que en tant qu'artiste. Vous entendez bien ce que je veux dire? D'où l'importance d'avoir une vie privée la plus normale possible, c'est bien aussi. Vous voyez, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, changer les draps, faire du papier peint, faire son jardin, boire un coup avec les copains. Moi, je pense qu'un artiste a beaucoup plus de chances d'être bien dans sa peau et de ne pas manquer d'inspiration s'il a une vie saine à côté, d'une part, et puis se tenir au courant, quoi. Parce que c'est vrai que la démarche artistique, c'est une façon... les artistes ont pour mission, entre autres, de manger la souffrance des autres, et non pas uniquement de distraire, contrairement à ce que pense M. Thomas Fersen. Enfin, ça lui va très bien de jouer les naïfs, alors que c'est absolument pas ce qu'il pense. Hein. Moi, je sais ce qu'il pense et c'est pas du tout ça. Mais il ment comme un arracheur de dents, de toute façon. Donc, enfin voilà, distraire. Oui, c'est notre contrat social. Oui, enfin bon. Bref, non, l'art, c'est un mode d'expression. Voilà, bon. Mais c'est vrai que le contrat moral d'un artiste dans une société, ça par contre c'est sûr, c'est de manger la souffrance des autres aussi. Alors ça n'est pas du cannibalisme, ça n'est pas du cannibalisme, c'est au contraire une façon de sublimer la souffrance des gens. Voilà. Et la preuve, c'est que les gens qui souffrent en question, en fait, en sont énormément reconnaissants parce qu'ils considèrent que l'artiste devient alors leur porte-parole. C'est pour ça que c'est un rôle extrêmement important. Quant au manque d'inspiration, un artiste qui prend conscience qu'il existe en dehors de sa démarche artistique, il accepte beaucoup plus facilement de manquer d'inspiration. Moi, je suis une artiste à la base et je suis bien obligée de mettre mon côté artistique de côté pour des raisons purement politiciennes au sens noble du mot. Et il faut faire avec. Bon, j'essaie de trouver quelques espaces de temps en temps pour souffler et tout. Comme hier, j'ai écrit un truc que je dédie à Arnaud de sa mère. Enfin, je sais pas s'il pourra le récupérer, mais j'aimerais bien. Je l'imagine bien en train de dire ce truc-là, mais bon, ça m'a fait un bien. Mais alors, pendant plusieurs heures, j'ai écrit, ça m'a fait énormément de bien. Un truc qui n'avait rien à voir avec la diplomatie, quoi. Et je vous jure que ça m'a vraiment reposé, quoi. Mais quand un artiste manque d'inspiration, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Il faut chercher pourquoi, c'est vrai. Généralement, le fait de ne pas avoir une vie équilibrée est souvent la source d'explication. Et en fait, l'idée reçue, c'est qu'il y a des artistes qui pensent qu'il ne faut pas clencher la porte du psy parce que justement, ils vont perdre leur source d'inspiration parce qu'ils vont plus être dans la douleur. Alors, ils osent pas, du coup. Alors, en fait, ça, c'est les bonnes histoires qui se racontent parce que la véritable raison, c'est qu'ils n'ont pas le courage, en fait. Ça leur fait peur, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas artistes ont peur de clencher la porte du psy. Les artistes sont terrifiés 10 fois plus que les autres.
Voilà, en gros. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que si jamais un artiste qui va très mal consulte un psy, en fait, il est 10 fois plus efficace après. Parce que la cible qu'il veut toucher, il la connaît mieux. Donc il connaît mieux le chemin il connaît mieux le cheminement intellectuel qui va le mener vers la création. Donc c'est pour ça qu'un artiste qui souffre doit au contraire, plus que n'importe qui d'autre, clencher la porte du psy. Écoutez bien comment je parle des psys, moi qui n'ai fait jamais aucune étude. D'accord ? Bon.